j'espère que tu vas bien. Je reviens du plus beau voyage que j'ai jamais fait. Je suis partie 2 semaines au Japon. Je n'étais pas seule, j'étais accompagnée de ma sœur, de mon copain et d'une amie. On ne savait pas vraiment à quoi s'attendre et on s'est retrouvés plongés dans un pays complètement différent de celui qu'on connaît. Au niveau du parcours que nous avons fait, nous sommes allés à Tokyo, Hakone, Osaka, Hiroshima, Miyajima et Kyoto. Évidemment, nous sommes tous déçus de ne pas avoir pu visiter plus de villes, mais en 2 semaines, on ne pouvait pas faire tout le Japon. Notre objectif pour ce voyage, c'était de découvrir la culture japonaise, leur nourriture, évidemment découvrir le pays et d'entrer en immersion. Mon état d'esprit durant le voyage, c'était l'excitation, l'envie de découvrir et beaucoup de fatigue. Mais je vais te raconter tout ça. Nous sommes d'abord arrivés à Tokyo et ça a été un choc dès l'arrivée. Nous sommes arrivés vers minuit et une navette nous attendait à l'aéroport pour nous emmener à notre hôtel. Nous avons découvert Tokyo de nuit en voiture. C'était incroyable. Il y avait des bâtiments immenses, les routes qui se mêlaient de partout, beaucoup de lumière. C'était pas du tout comme la France et ça ne ressemblait pas vraiment à ce qu'on imaginait. On ne pensait pas que ce serait aussi incroyable. Alors bien sûr, en plus de ça, il y avait la fatigue parce qu'on avait eu 10 heures de vol de nuit, 4 heures d'escale et de nouveau 3 heures de vol de nuit. Et je ne pense que ce n'est pas une grande surprise quand je dis qu'on ne dort pas bien dans l'avion. Donc on était très fatigués et nous sommes arrivés à notre hôtel et nous avons commencé à découvrir à quoi ressemblaient les maisons au Japon. Alors bien sûr c'était une chambre d'hôtel, mais première surprise, le lavabo n'est pas dans la salle de bain. La salle de bain est une pièce entièrement dédiée à l'eau, donc toute la salle de bain finit trempée. Donc on ne peut pas mettre un lavabo pour se brosser les dents dans la salle de bain, donc il était dans la chambre. Nous avons eu la même chose dans les hôtels suivants. Autre chose assez étonnante, c'est assez courant que les personnes qui visitent le Japon reviennent avec beaucoup de souvenirs et du coup emmènent potentiellement une valise vide qu'ils remplissent de souvenirs. Pourtant, les chambres d'hôtel ne laissent pas la place d'avoir beaucoup de valises, donc on est obligé de les empiler les unes sur les autres et essayer de ne pas avoir à toutes les ouvrir. Et dès le premier jour, nous nous sommes tous pris une claque parce qu'on avait fait un programme de ce qu'on voulait visiter, mais on ne se rendait pas compte que ça allait être aussi fatigant. On marchait en moyenne 15 à 20 km par jour, donc dès le premier jour, assez fatigué, de grosses douleurs aux pieds, voire même aux genoux et aux mollets, mais l'envie de découvrir passait toujours au-dessus de la douleur et même si on savait qu'on allait encore avoir 20 minutes de marche pour aller à l'étape d'après, on y allait. Nous avons découvert Shibuya. C'était impressionnant, déjà le fameux croisement à Shibuya avec une quantité de personnes. Et étrangement, c'est plutôt fluide la circulation, même si c'est plein de monde. Il y avait évidemment beaucoup d'enseignes, de publicités, des choses qu'on ne voit pas en France. Et c'est assez surprenant au début. Nous avons également découvert la nourriture et la vie quotidienne au Japon. Alors déjà, grande surprise, les konbini. Ils sont ouverts tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pas très cher ce qu'on trouve à l'intérieur et on trouve un peu de tout en termes de nourriture et de boissons, donc ça nous permettait de tester de la nourriture comme des onigiri qui ont plein de goûts différents. En termes de konbini, nous avons évidemment été dans des 7-Eleven, des Family Mart et des Lawson. Il en existe sûrement d'autres, mais c'est ceux qu'on voyait tout le temps et on avait fini par comprendre que c'était des konbini et on allait dans ceux-là. Nous avons également remarqué que les restaurants n'étaient pas chers. Quand nous avions prévu notre programme, on avait programmé beaucoup de repas en konbini et certains en restaurant pour tester de la nourriture typiquement japonaise comme des ramen ou des sushis, mais il s'est avéré qu'un repas assez copieux était autour de 10 €.
Donc on a fait beaucoup plus de restaurants que ce qu'on avait prévu à la base parce que c'était beaucoup moins cher qu'imaginé. Et en plus de ne pas être cher, c'était vraiment très bon. Du point de vue de quelqu'un qui ne connaît pas le goût que ça a à la base. Ça se trouve pour un japonais ce n'était pas bon, mais pour moi c'était très très bon. Au niveau des découvertes culinaires, on a testé les ramen, les soba, les sushis, les takoyaki, les onigiri, les yakitori, les okonomiyaki et sûrement encore plein d'autres choses que j'ai oubliées parce qu'on a essayé de manger différemment à chaque repas. Et tout était tellement bon. Et on a également mangé beaucoup de riz, que ce soit au petit déjeuner, au déjeuner ou au dîner. Au niveau des petits déjeuners, on avait le petit déjeuner servi dans les hôtels à chaque fois. Pour la plupart, c'était des buffets à volonté et il y avait du riz de proposé. Et quand ce n'était pas des buffets à volonté, il y avait également du riz de proposé. Ils ont également de la soupe miso pour quasiment tous les repas aussi, le petit déjeuner compris. Ils sont beaucoup plus salés sur les petits déjeuners. Alors le premier jour, ça avait été compliqué. Un énorme petit déjeuner salé, c'était dur à avaler parce que c'était trop. Mais au vu de la quantité d'énergie qu'on avait besoin par jour, dès le deuxième ou troisième jour, on s'était déjà habitué à manger les petits déjeuners salés plutôt que sucrés. Après, sur les petits déjeuners buffets à volonté, on prenait également du sucré. Il y avait très souvent des pains au chocolat ou des croissants, qui étaient très bons d'ailleurs. On ne sait pas d'où ils venaient, mais peut-être d'un Français, ou alors les Japonais sont très bons en viennoiserie. Au niveau des habitudes japonaises qu'on a remarqué, c'est qu'ils mangent vraiment tout le temps avec des baguettes. Pour les petits déjeuners en hôtel, quand c'était buffet à volonté, il y avait des baguettes, mais aussi des couverts. Donc on prenait de tout pour ne pas être embêté pour manger. Mais dans les restaurants, c'était que des baguettes et potentiellement des cuillères pour les ramen ou les bouillons. Mais fourchette, couteau, ça n'existait pas. Heureusement, je ne me débrouillais pas trop mal avec des baguettes et je pense que je me suis améliorée après 2 semaines à m'en servir en permanence. J'étais à un stade où j'arrivais à prendre les tomates cerises avec les baguettes, donc je suis plutôt fière de moi. Alors, on était au courant que c'était vrai, mais il faut effectivement faire du bruit en mangeant ces ramen par exemple. C'est une habitude un peu étrange, mais on s'y fait vite. En termes de déplacement et de transport, on a eu la chance de pouvoir prendre le Shinkansen. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le train qui va très très vite. Alors en fait, on s'est renseigné, il ne va pas plus vite qu'un TGV. La seule différence, c'est qu'un TGV, dans les virages, il va ralentir pour éviter de sortir de sa voie. Le Shinkansen, ses rails, ils penchent sur le côté pour que le Shinkansen puisse prendre son virage sans ralentir. Et ça, c'est un peu impressionnant les 2-3 premiers virages parce qu'on sent vraiment que ça penche. Mais sinon, c'est un train tout ce qu'il y a de plus normal, sauf qu'il est à l'heure. Mais vraiment à l'heure. Que ce soit pour les trains, les métros, les bus, ils sont très organisés. Il y a des files devant les portes où les gens se mettent les uns derrière les autres, de sorte à ne pas forcément gêner la circulation. Ils attendent que tout le monde soit sorti et ils montent un par un. En France, c'est même pas imaginable. Mais au Japon, c'est très bien respecté. Et du coup, il y a beaucoup moins de bousculades. Ça va beaucoup plus vite pour que tout le monde soit rentré, vu que personne ne se pousse. Donc c'était assez impressionnant. Au niveau des transports, on avait entendu que la gare à Shinjuku était assez compliquée parce que beaucoup de personnes se perdaient. Quand on y a été confronté, on n'a eu aucune difficulté. Par contre, la gare à Hiroshima, ça a été compliqué, mais très compliqué. On ne trouvait jamais les trains qu'on devait prendre. Alors heureusement, dans toutes les gares, il y a beaucoup de centres d'information et du coup, ils te renseignent, ils te disent vers où aller, c'est pas un problème.
C'est juste que s'il y a la queue au centre d'information, tu dois attendre et potentiellement tu prends le train d'après parce que ils sont vraiment à la minute près là-bas. Petite peur que nous avions au niveau des trains, c'est que on ne sait pas lire le japonais et on s'était dit que si tout avait été écrit en japonais, ça aurait été compliqué, mais en fait les affichages, ils changent. Évidemment, c'est écrit en japonais, mais au bout de 5 secondes, c'est des lettres latines qui s'affichent et 5 secondes après, c'est de nouveau du japonais. Donc même nous, on finissait par s'y retrouver parce que on arrivait à lire ce qui était écrit. Et ça, c'était très pratique. Ça se voit que le Japon est un pays très touristique parce qu'il pense à ces détails qui aident quand même beaucoup les étrangers. Après Tokyo, nous nous sommes rendus à Hakone et c'était un changement total. Tokyo, c'était beaucoup de grands immeubles, beaucoup de béton partout, quelques parcs par-ci par-là, et Hakone, on s'est retrouvé en montagne. Et en très peu de temps, en seulement 3 heures de train, on est passé du tout au tout et c'était bluffant. Du coup, pendant une journée, on s'est retrouvé dans la nature au calme et c'était très apaisant. On a eu énormément de chance, on a pu voir le mont Fuji, c'était incroyable. On l'a vu depuis 2 téléphériques. Et nous avons également pu prendre un funiculaire et faire un petit tour en bateau, ce qui était très sympa, surtout que le bateau était magnifique. Ce petit tour à Hakone nous a également permis de dormir dans un ryokan. Donc c'est un hôtel typiquement japonais avec les tatamis, les futons. J'avais peur de mal dormir sur le futon et on a tous les 4 passé une très bonne nuit sur notre futon, donc faut pas avoir peur, c'est pas si dur que ça, c'est quand même assez épais, même si c'est sur le sol. Et dans le ryokan, il y avait un onsen, donc un bain public. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est un bain où on est tout nu. On a eu de la chance, mon copain était seul dans son onsen et moi, ma soeur et notre amie, on était toutes les 3 seules dans notre onsen. Donc il n'y a pas eu de gêne et c'était vraiment très chaud l'eau. Je suis habituée à prendre des douches chaudes, mais là c'était vraiment très chaud, ça a été un peu dur de rentrer dans l'eau et je ne suis pas restée très longtemps parce que j'avais chaud. Mais à la fin, on avait le droit à une glace, donc ça permettait de se rafraîchir et on a pu s'habiller en yukata et dormir avec nos yukatas. Dans ce ryokan, on a également eu un dîner qui était beaucoup trop copieux et je te dirais bien ce qu'on a mangé, mais franchement j'en ai aucune idée parce que même si le personnel parlait anglais, les aliments ils ont un nom japonais et du coup je sais pas ce qu'on a mangé. Et pour le petit-déj, c'est pareil. Je sais qu'on a eu du poisson, du riz, mais après il y a plein de trucs, je sais pas ce que c'était. Certaines choses n'étaient pas très très bonnes, mais c'était pas l'entièreté du menu, la plupart c'était très bon, mais c'était surtout trop copieux, on n'a pas réussi à finir tout ce qu'on avait à manger. Plus tard, durant notre séjour, on s'est retrouvés à Kyoto. Et là, il y a eu un énorme choc entre la différence Tokyo-Kyoto. Tokyo, c'est une ville très moderne, alors que Kyoto, c'était encore très traditionnel et on ne s'attendait pas à ça. À Kyoto, il y avait la vue sur les montagnes, il y avait beaucoup d'escaliers ou de ruelles très en pente et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de touristes. Ce qui est dommage parce que ça a gâché certaines de nos visites. On a fait par exemple la forêt de bambou qui était magnifique, mais envahie de touristes et les gens s'arrêtent en plein milieu du chemin pour prendre des photos et ça coupe complètement la circulation, ils ne se mettent pas sur le côté. Donc ça a un peu gâché cet endroit magique. Mais dans la forêt de bambou, il y avait un petit jardin à visiter qui était payant et du coup, le fait de devoir payer a fait qu'il y avait très peu de monde dans ce jardin. Et là, on a pu profiter à fond. Je te mets un extrait, il était magnifique ce jardin. On a également pu voir beaucoup de temples
que ce soit shinto ou bouddhiste. Alors, ils sont tous différents les uns des autres, mais ils restent tous très bien entretenus, très calmes, très beaux. Et en fonction des temples, il peut y avoir beaucoup de monde ou alors il peut n'y avoir personne. On a également visité certaines rues de Kyoto qui étaient restées dans leur jus, un peu comme au XVIIe siècle, sauf qu'il y avait l'électricité évidemment. Mais du coup, les façades des maisons étaient très belles. Malheureusement, je n'ai pas de photos à te montrer, car dans ces rues-là, c'était interdit de prendre des photos. En termes de moments drôles, je dirais que celui qui m'a le plus marqué, c'était sur Miyajima, quand il y avait les daims qui essayaient de manger nos sacs à dos. Il y a des moments, je prends une photo et je sens que mon sac à dos est tiré et je me retourne et il y a un daim qui est en train d'essayer de me le piquer. Alors, de ce que nous a dit une guide, les daims à Nara sont beaucoup plus sauvages et beaucoup plus agressifs. Et ils peuvent faire un peu peur. Sur Miyajima, ce n'est pas encore le cas, ils sont encore assez gentils, donc il n'y a pas eu de problème plus que ça. C'est juste que ça surprend un peu d'avoir des animaux comme ça en liberté. Mais ils étaient tellement mignons. En termes de fatigue, dès le premier jour, il y a eu des douleurs au niveau des pieds et ça n'avait pas le temps durant la nuit de se guérir, donc dès le matin, de nouveau mal aux pieds. Un jour à Hiroshima, avec mon copain, on est allé dans un endroit où il y avait 500 marches à monter. Alors la vue de nuit était magnifique, je te mets quelques photos. Par contre, la douleur au niveau des genoux, parce que ce sont des marches plus ou moins espacées, évidemment pas droites, et voire même à la fin c'était plus des marches, c'était vraiment des racines et des pierres à enjamber. Donc le lendemain ça a été compliqué, mais l'envie de découvrir passait toujours au-dessus la douleur. En termes de moments waouh, il y a eu le château d'Osaka qui d'extérieur était magnifique, que nous avons pu également voir de l'intérieur parce qu'il y avait eu une exposition et on a pu aller en haut voir la vue qui était incroyable. Évidemment, il y a le petit jardin à Kyoto dans la forêt de bambou dont je t'ai parlé tout à l'heure qui était également incroyable à voir. Et il y avait un restaurant traditionnel qu'on a fait à Kyoto où on était assis sur le sol, les pieds en dessous du niveau du sol avec la table vraiment pas haute. On avait juste un petit coussin pour pas s'asseoir directement sur le parquet et on avait une très belle vue par la fenêtre et repas comme d'habitude magnifique. En conclusion sur mon ressenti global pour le voyage, ce que j'ai aimé c'était la différence de culture. Par exemple, il n'y a pas de poubelle, c'était un enfer sur terre pour trouver une poubelle et pourtant c'était propre. Les gens gardent leurs déchets sur eux alors qu'en France, il y a des poubelles partout et pourtant il y a des déchets par terre. Les gens ne sont pas capables d'attendre 3 minutes avant de jeter un déchet. Donc culture différente, mais dans le bon sens du terme. L'organisation dans les maisons avec la salle de bain qui n'est pas faite pareil. Du coup, la différence de culture m'a marquée. Et la nourriture qui est complètement différente de celle en France, qui est très bonne. Non, ce qui m'a le plus surprise, c'était la quantité de touristes qu'on a pu voir, notamment à Kyoto. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Surtout que les cerisiers en fleurs, c'était fini. Donc je pensais qu'on serait dans un moment moins touristique. Alors je ne sais pas s'il y avait moins de monde que pendant les cerisiers en fleurs, mais il y avait quand même beaucoup de monde. Et ce qui m'a aussi surprise, c'est leurs toilettes. Alors tout le monde sait qu'il y a les jets d'eau. Alors ça me faisait pas spécialement peur de tester, mais ça surprend toujours un petit peu, même après 2 semaines, quand le jet d'eau s'active. Et je comprends aussi pourquoi on
déteste les jets d'eau parce que leur papier toilette, c'est pas comme le nôtre, il est vraiment très très fin et ce qui va me manquer, c'est la cuvette chauffante, en hiver surtout. Parce que des fois, il fait pas chaud et s'asseoir sur la cuvette chauffante quand même, c'est cool. Ce voyage m'a fait réaliser que la France, elle pourrait changer en mieux. Parce que visiblement, ça fonctionne au Japon, donc ça pourrait fonctionner en France, mais au niveau de l'organisation, que ce soit pour les transports, que ce soit pour demander de l'aide, il y a beaucoup de centres d'information au Japon, mais vraiment partout. Il y en a tous les 10 mètres en gare, il y en a dans quasiment tous les parcs. Il y en a au niveau des temples aussi, parfois. En France, on n'a pas ça, et je trouve ça dommage. Pour la partie fatigue, elle était largement compensée par l'émerveillement. C'était incroyable. Il m'a fallu quand même 2 jours, je dirais, pour ne plus avoir mal aux pieds ni aux genoux après être rentrée. Mais ça en valait tellement la peine. Je suis rentrée au Japon complètement épuisée, mais avec l'impression que j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Je pense qu'un jour, je retournerai au Japon. Alors, pas tout de suite, parce que c'est quand même un gros voyage qui demande du temps et de l'argent. Mais j'aimerais bien y retourner pour voir d'autres parties du Japon que je n'ai pas vues. Là, j'ai fait beaucoup de grandes villes. Si possible, j'aimerais y retourner pour voir des plus petites villes, voire même des villages où c'est encore beaucoup traditionnel et découvrir encore plus la culture là-bas. Et bien sûr, des paysages magnifiques. J'espère que cette vidéo t'aura donné envie d'aller au Japon, ou voire même qu'elle t'aura aidé à mieux le connaître. Porte-toi bien et à dans 2 semaines.